Eh bien, devrions-nous parler de Charlie Kirk? Tu as enchaîné les révélations avec tous tes reportages sur la pression qu'il a subie dans les dernières étapes de sa vie de la part de ses donateurs pro-Israël, les doutes qu'il commençait à avoir sur son soutien passé à Israël et certains détails vraiment importants, notamment le fait qu'il a refusé une offre de financement directement de la part de Netanyahou, que le milliardaire Bill Ackman a organisé une intervention pour tenter de le convaincre. Et ton dernier article révélait qu'un des principaux donateurs de son groupe, Turning Point USA, a cessé de soutenir Kirk juste avant sa mort. Oui, donc revenons simplement au début, en tenant compte de l'endroit où nous en sommes actuellement dans cette histoire. Nous avons donc démontré tous ces points, nous avons tout rapporté, et maintenant, c'est au responsable de la communication de Charlie Kirk, Andrew Colvett, de donner une tournure à toutes ces histoires qui ont été certifiées comme des faits. Mais tout a commencé après la mort de Charlie Kirk, lorsque Netanyahou est intervenu pour tenter de revendiquer l'héritage de Charlie Kirk et accuser l'islam et la gauche radicale, avant même qu'un suspect ne soit arrêté. J'ai alors présenté cette histoire, montrant qu'en réalité, Charlie Kirk détestait Netanyahou en citant un ami de longue date de Charlie Kirk, et qu'en fait, Charlie Kirk devenait fou à cause de la quantité de lobbying, de pression et de manipulation qu'il subissait de la part des forces de Netanyahou aux États-Unis. Et tout cela a été confirmé par les déclarations publiques de Charlie Kirk. Par exemple, il a fait une déclaration très importante lors d'une interview avec Megyn Kelly, le 6 août de cette année, si je ne me trompe pas. Et puis j'ai appris que ses commentaires du 6 août étaient intervenus après ce sommet d'influenceurs dans les Hamptons, cette session d'autocritique qui comporte tant de niveaux de lecture. Mais que savions-nous de ce sommet d'influenceurs avant que j'en parle? Tout ce que nous savions, c'était ce qu'avait dit Bill Ackman, à savoir, j'ai eu la chance de partager un repas avec Charlie Kirk. Quel petit. Jusqu'où peut-on aller dans la tromperie? Ce n'était qu'un repas. Il s'est avéré que Charlie Kirk a en fait perdu son sang-froid et a accusé l'une de ses interlocutrices, une fanatique sioniste nommée Natasha Osdorf, avocate au Royaume-Uni, dont le travail consiste essentiellement à faire emprisonner le plus de manifestants possible pour Israël. Apparemment, elle criait sur Charlie Kirk, selon une source présente sur place. Et il a dit que c'était plutôt du chantage moral. J'ai donc rapporté tout cela. Bill Ackman a piqué une crise. Il a rédigé l'un de ses fameux posts Twitter de 5000 ou 7000 mots en tordant toute l'affaire et en affirmant, vous savez, qu'il était très proche de Charlie Kirk et que ce n'était pas une intervention, blablabla. Et puis, nous avons appris que Charlie Kirk, donc ensuite, Candace Owens, fait un live à propos de cette réunion et devient la cible. En fait, la cible n'est pas vraiment moi, c'est elle, parce qu'elle a du poids dans ce milieu. Je ne viens pas de leur monde. Je ne fais que rassembler des sources là-bas. Elle devient la cible de tout l'appareil Netanyahou aux États-Unis. Quand je parle d'appareil Netanyahou, je veux dire qu'il représente Israël, mais il s'agit d'une faction au sein de la structure du pouvoir israélien qui s'est intégrée à l'aile Trump du Parti républicain. Et nous savons maintenant qui ils sont grâce à mon enquête de suivi dans le 2e article. Donc, le 3e article que j'ai fait, il est en 2 parties. D'abord, Charlie Kirk a perdu son plus gros, probablement son plus gros donateur, ou l'un de ses plus gros donateurs. Et il y avait des rumeurs à ce sujet. J'entendais des gens dans son entourage dire qu'il avait perdu un gros donateur. Et j'ai reçu un tuyau sur son identité de la part d'un initié de TPUSA. Ensuite, j'ai entendu d'une autre source qui avait assisté à un dîner de gala à Los Angeles que ce donateur, qui s'appelle Robert Shillman, un nom très approprié, Ils ont toujours un nom. Ils ont toujours un nom qui correspond au personnage.
Pourquoi ne l'appelles-tu pas Seymour Kleptowitz ou Lan Theftowitz? Je veux dire, c'est juste trop approprié. Bill Ackman, c'est presque comme si... Oui, c'est bénin en comparaison. C'est d'une certaine manière évocateur. Mais bref, j'ai découvert que Robert Shillman, lors de ce banquet, s'était en fait plaint de Charlie Kirk et avait dit, c'était le 6 septembre, 4 jours avant qu'il ne soit abattu, qu'il arrêtait de le financer, qu'il ne le soutiendrait plus et qu'il allait contribuer ailleurs. J'ai donc appelé non seulement Robert Shillman, qui m'a raccroché au nez quand je lui ai parlé de ses propos, mais aussi le président de cette organisation, l'American Freedom Alliance, qui s'est vraiment énervé contre moi et m'a raccroché au nez. Et puis j'ai appelé le maître de cérémonie du dîner, qui m'a dit, vous savez, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Et on pouvait voir qu'il était vraiment nerveux aussi. Donc j'ai suivi l'histoire. Et depuis, Laura Loomer essaie en quelque sorte de trouver un moyen de m'attaquer parce qu'elle est une ancienne boursière Shillman. C'est une Shillwoman. Et Shillman a été l'un de ses soutiens de longue date. Et maintenant, elle affirme, ce qui est vraiment intéressant, Laura Loomer, je veux dire, c'est quelqu'un qui prend réellement des décisions de personnel au sein de l'administration Trump et qui est très proche personnellement de Trump. Peut-être, je ne sais pas, d'une certaine manière plus proche que Melania. Et elle a fait un effort pour prendre ses distances avec Shillman. Ce qui est intéressant, parce que si on regarde l'activité de Laura Loomer sur Twitter après le sommet TEP-USA à Tampa, en Floride, l'été dernier, en juillet, quand Tucker Carlson est monté sur scène et s'est moqué de Bill Ackman en le traitant d'escroc, et a dit, vous savez, que les Américains qui partent comme combattants étrangers pour Israël devraient se voir retirer leur citoyenneté. Et qu'Epstein était un agent du Mossad, tout le monde disait ça sur scène. Loomer s'en est prise à Charlie Kirk en disant qu'il tenait un double discours, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. En gros, elle préparait le terrain pour ce qui allait être une campagne sioniste plus large contre lui. Ma théorie, c'est qu'elle est peut-être allée voir Shillman et lui a dit « Coupe-lui les fonds, détruis-le ». Il était vraiment sous une attaque féroce. Et en même temps, c'est la deuxième partie de ma troisième histoire, la quatrième chanson de mon troisième album. La deuxième partie concerne la façon dont j'ai découvert davantage ces managers, ces sortes de managers sionistes, qui cherchaient à contrôler le message de Charlie Kirk, alors qu'il entamait la première étape de sa tournée à l'université de la vallée de l'Utah. Il lui parlait tous les jours, essayait de créer un groupe WhatsApp avec lui pour pouvoir lui parler à tout moment. Ils organisaient des appels Zoom. Bill Ackman était sur l'appel Zoom, dans ce groupe Zoom. Il y avait une dizaine de personnes. Joshua Hammer de Newsweek, qui est l'une des principales voix de Netanyahou aux États-Unis, le 8 octobre 2023, le lendemain du 7 octobre, il a appelé Israël à raser Gaza et à transformer Gaza en stade de football, à cibler sa population civile et à l'expulser. Il est rédacteur en chef chez Newsweek, mais c'est un agent israélien. Et puis Sean Maguire, quelqu'un à surveiller de près, qui est un capital risqueur chez Sequoia Capital, a déclaré que Zoran Mamdani vient d'une culture du mensonge. Il a également tenu plusieurs propos racistes à son égard. Tous ces types ciblent aussi Mamdani, et ils essayaient de passer par Charlie Kirk. Ils sont obsédés par Mamdani. Et une partie de la raison pour laquelle le Influencer Summit a été organisé par Ackman dans les Hamptons était essentiellement d'acheter des clics auprès d'influenceurs qui sont en grande partie de jeunes femmes apparemment attirantes et des hommes issus de minorités, contre Mamdani, pour les inciter à publier des messages contre Mamdani. Et ils les manipulent carrément. Beaucoup d'entre eux sont ensuite en voyage de propagande gratuit, sponsorisé par le gouvernement israélien, peu de temps après.
Mais pour revenir aux appels Zoom, il y avait une personne en particulier nommée Pesach Woliki, d'un groupe appelé Israël 365 Action, qui a un contrat avec le ministère israélien des Affaires étrangères pour envoyer principalement des influenceurs chrétiens conservateurs en Israël lors de tournées de propagande. J'ai obtenu l'une des invitations qu'il a envoyées à un influenceur et je l'ai publiée dans cet article. Il a dit qu'il était quotidiennement au téléphone avec Charlie Kirk, lui fournissant des éléments de langage pour sa prochaine tournée, et que Charlie Kirk résistait, qu'il semblait frustré, et qu'il était en quelque sorte sous l'influence de personnes que Woliki n'aimait pas. Il était donc très clair que Charlie Kirk était en train de changer. Donc, si l'on reprend depuis le début, Netanyahou essayait de s'approprier Charlie Kirk. Il pensait que tout allait très bien se passer et que rien de tout cela ne sortirait. Tout finit par se savoir. On en est maintenant au point où, par exemple, J.D. Vance, lors de l'émission de Charlie Kirk après Kirk a été tué, a confirmé quelque chose que j'avais rapporté, à savoir que Charlie Kirk s'était personnellement rendu à la Maison-Blanche, avait fait éruption et exigé qu'il n'attaque plus l'Iran vers la fin de la guerre de 12 jours, qu'il ne vienne pas, en gros, au secours d'Israël. Vance l'a confirmé. Donc Netanyahou avait un vrai problème, et en même temps, il se passait autre chose. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Comme je l'ai dit dans mon premier article, il n'y a aucune preuve que le gouvernement israélien ait joué un rôle dans l'assassinat de Charlie Kirk. Et j'ai qualifié cela de théorie non étayée. D'accord? C'est juste pour être clair là-dessus. D'autres personnes ont conclu qu'Israël l'avait tué et de décréter des huyons d'impression pour les réseaux sociaux. Et étant donné ce qu'Israël se permet chaque jour, on peut comprendre pourquoi les gens en arrivent à cette conclusion. C'est compréhensible dans ce contexte, où Israël bénéficie d'une impunité totale pour faire ce qu'il veut et agit de manière aussi flagrante. Il devient alors un suspect naturel pour n'importe quoi, même en l'absence de preuves. Oui, bien sûr. Je veux dire, ils détiennent le record mondial des assassinats. C'est leur mode opératoire. Et ils revendiquent l'assassinat de journalistes chaque semaine dans la bande de Gaza. Ils s'en vantent. Mais cela a poussé Netanyahou à réagir non pas une, mais 2 fois, la seconde fois sur son propre canal de réseaux sociaux en tant que Premier ministre, pour nier catégoriquement qu'il avait assassiné Charlie Kirk. Je veux dire, quand avez-vous déjà vu un dirigeant étranger prendre l'initiative de déclarer de lui-même qu'il n'a pas assassiné un responsable politique américain? Cela n'est jamais arrivé auparavant. Et beaucoup de gens ont en fait interprété cela comme un aveu de culpabilité. Pour ma part, j'ai vu cela comme, pour une fois, Netanyahou n'avait peut-être pas assassiné quelqu'un, et il voulait simplement que tout le monde sache que pour une fois, il n'était pas coupable. Mais je n'arrive pas. J'ai de plus en plus de mal à accepter la version officielle, d'autant plus que l'histoire officielle devient de plus en plus floue concernant cet assassinat. Et j'aimerais voir une meilleure enquête et plus de preuves. Et clairement, Internet n'y croit pas du tout. Donc ces théories vont proliférer et devenir incontrôlables. Et pour ce que ça me fait, je m'en fiche complètement que les gens accusent ou non Netanyahou. Je n'ai tout simplement aucune preuve de cela. Ben Shapiro a aussi nié qu'Israël soit responsable. Comment le saurait-il de toute façon? Je veux dire, ce n'est qu'un instrument. Mais cela a été extrêmement, profondément dommageable pour la communication de Netanyahou et sa capacité à revendiquer l'héritage de Charlie Kirk. Et pourquoi cela comptait-il autant? Parce que Charlie Kirk était au sommet de la base, la dernière base de soutien populaire qu'Israël possédait aux États-Unis. Et tout s'effondre. Il y a une révolte conservatrice contre Israël et son influence aux États-Unis. Et ils ont besoin de cette base, parce qu'ils ont besoin de ces jeunes hommes chrétiens blancs pour aller faire la guerre pour l'État juif autoproclamé. Yes.
Oui, oui. Et pour moi, c'est là toute la signification de votre histoire. Vous savez, c'est justement cela, à mes yeux, qui est en jeu ici. Cela montre à quel point leur emprise sur la droite américaine est ténue et à quel point ils ont peur de la perdre. Et ils en ont besoin pour pouvoir continuer à être l'État suprémaciste juif qu'ils sont. Et les tactiques d'intimidation qu'ils utilisent contre les gens, la combinaison de pots de vin, de financement, puis de chantage en les retirant. C'est comme ça qu'ils fonctionnent.